Si je vous demande de me donner le nom d'une architecte femme, il y a de grandes chances que vous me répondiez le nom de l'architecte dont on va parler aujourd'hui, Zaha Hadid. Véritable star de l'architecture, ses bâtiments aux courbes futuristes ont souvent été critiqués, de même que sa personnalité ne faisant pas l'unanimité. Elle est connue pour avoir été la première femme à avoir remporté le prestigieux prix Pritzker, sorte de Nobel d'architecture, en 2004. Zaha Hadid est une architecte qui a travaillé à redéfinir les limites de l'architecture dans les années 1980, qui a obtenu un succès professionnel et médiatique incroyable, venant à en faire l'une des star-architectes de l'architecture contemporaine, non sans controverse bien sûr, mais était aussi l'une des seules rôles modèles féminins pour toutes les femmes architectes aujourd'hui. Zaha Hadid est née en 1950 à Bagdad, dans une famille de la classe supérieure. Son père était un riche industriel, un politicien libéral, et sa mère artiste. Dans son enfance, elle visite l'Europe et elle dit plus tard qu'elle est marquée par l'architecture des musées, des mosquées et des cathédrales qu'elle a visitées. Elle est envoyée en pensionnat en Angleterre puis en Suisse dans les années 60 par son père avec ses deux frères. Elle s'installe ensuite au Liban, elle étudie les mathématiques à l'université américaine de Beyrouth et selon elle, il y a vraiment un lien entre la grande tradition des mathématiques et de la géométrie qui sont présents dans l'enseignement et dans la culture arabe qu'elle reçoit et l'architecture. Et on va retrouver ce goût des mathématiques et des formes complexes dans son œuvre. Elle entre ensuite à l'Architectural Association School de Londres, qui est la AA, qui est la plus ancienne école d'architecture indépendante du Royaume-Uni, et elle y rencontre notamment les futurs architectes Rem Koolhaas, Bernard Tschumi et Elia Zengelis. Ensemble, ils vont se retrouver autour d'une volonté de redéfinir l'architecture, de ne plus seulement penser en 4 murs, et vont avoir la volonté de proposer de nouvelles choses. Elle travaille ensuite à l'OMA, qui est l'Office for Metropolitan Architecture, qui est l'agence de son ami Rem Koolhaas à Rotterdam. Elle est associée à cette agence en 1977, année également de l'obtention de son diplôme. Pendant toute sa carrière, Zaha Hadid va essayer de redéfinir les limites de l'architecture. En 1980, elle fonde son agence Zaha Hadid Architects et elle travaille pendant plus de 10 ans sur des projets dits de papier. Ce sont des projets qui sont jugés irréalisables et elle ne construit sa première œuvre qu'en 1993. En parallèle d'une activité d'enseignante dans son ancienne école, la AA, où elle dirige son propre atelier jusqu'en 1987, elle enseigne dans beaucoup d'universités et beaucoup d'écoles d'architecture partout dans le monde, ce qui fait qu'elle est quand même assez connue, même si elle n'a pas encore réalisé. Le début de son travail, elle fait en fait de la peinture, des tableaux qui sont de grands tableaux de 3-4 mètres de long. Ce sont des dessins déconstruits qui parlent d'architecture et d'urbanisme. On voit dans ces dessins une réinterprétation de l'architecture constructiviste russe. En effet, Zaha Hadid a dû avoir accès à des livres sur cette architecture dans la librairie de son école et elle avait été frappée par celle-ci. L'architecture constructiviste est un mouvement qui se développe en Union soviétique dans les années 1920-1930 et qui a une vision révolutionnaire de l'architecture, qui remet en question les dimensions et qui prône une utilisation d'une technologie avancée. À ce moment-là, c'est bien sûr empreint d'une idéologie communiste. Et beaucoup de projets de ce type d'architecture sont restés à l'état de papier, à l'état de projet, comme la célèbre tour Tatlin. Arrive alors dans la carrière de Zaha Hadid le concours du PIC, qui est un club perché au sommet d'une colline de Hong Kong. Zaha Hadid et son agence remportent le projet en 1982, et même s'il ne sera jamais réalisé, le projet lance sa notoriété. Sans avoir jamais construit, elle participe à enrichir le nouveau vocabulaire de l'architecture des années 80. Et elle dit « Je me suis sentie limitée par la pauvreté du traditionnel principe de dessin architectural et j'ai recherché de nouveaux moyens de représentation. » Zaha Hadid est également pionnière dans la conception paramétrique. C'est en fait un mode de fonctionnement des logiciels de conception assistés par ordinateur. Ça permet en fait de laisser l'ordinateur inventer des formes qu'on ne peut pas concevoir dans notre cerveau. Elle est assistée en cela par son second, qui est Patrick Schumacher, qui s'associe avec elle dès 1988. Bien sûr, beaucoup de ses détracteurs vont dire que cette architecture est faite en fait par des ordinateurs uniquement. Or, on voit que son travail de dessin au trait du début de sa carrière a une grande importance dans la suite de son œuvre et que la complexité du dessin se transforme en complexité de l'architecture. Elle dit qu'au final, c'est le système utilisé pour créer des formes qui a évolué, mais que les idées restent les mêmes. Comme je vous le disais, elle ne réalise sa première construction qu'en 1993. C'est une caserne de pompiers en Allemagne pour l'usine de meubles Vitra. Elle fait ensuite en Allemagne toujours de 1996 à 1999 le Landscape Formation 1, puis le Centre d'art contemporain Lois et Richard Rosenthal à Cincinnati de 1997 à 2003, qui est le premier musée réalisé par une femme aux États-Unis. Ce musée marque une transition nette dans sa carrière. L'agence grossit à ce moment-là pour arriver à 300 collaborateurs. Et les projets se multiplient partout dans le monde.
Elle réalise ensuite le terminal de tramway à Strasbourg en 1998 jusqu'à 2001, qui remporte le prix L'Équerre d'argent. Et enfin, le tremplin de ski à Innsbruck en Autriche de 1999 à 2002. Et ces 5 réalisations sont les seules achevées lorsqu'elle remporte le célèbre prix Pritzker, qui est de sorte de prix Nobel pour l'architecture, qui est la plus haute distinction. Et le jury la distingue pour son engagement au service de la modernité, dans son enseignement, dans son travail théorique, mais aussi dans ses réalisations, et pour sa capacité, disent-ils, à s'écarter des typologies existantes. En lui remettant son prix, le directeur du prix Pritzker lui dira « Rarement apparaît une architecte possédant une philosophie et une approche de l'art qui influencent les orientations de tout un secteur. Zaha Hadid en fait partie. Elle a patiemment créé et mis au point un vocabulaire qui modifie les limites imposées à l'art de l'architecture. » Zaha Hadid propose une œuvre à la jonction de l'architecture, de l'art et du design, même si elle-même rejette le mot de sculptural. C'est une libération de l'architecture qui ne peut plus être la même après. Son langage architectural est fait de fluidité, de naturel. Fluidité d'abord du mouvement, le déplacement du corps et la référence pour tous ces bâtiments. Ce n'est pas une architecture de contemplation, c'est une architecture qui invite à la déambulation, à la promenade, où le corps est libre. Au Maxi, qui est le musée des arts du XXIe siècle à Rome, la déambulation du visiteur est mise en avant, laissant le spectateur choisir son parcours. Son œuvre est également souvent perçue comme futuriste, car décalée, comme si elle pouvait apparaître dans un film de science-fiction. Au Faeno, par exemple, qui est le musée des sciences à Wolfsburg en Allemagne, qu'elle construit de 2000 à 2005, c'est une architecture ici de béton, et il n'y a pas de fonctionnalisme. Rien ne laisse transparaître la fonction du bâtiment, ce qui l'abrite. Il y a 10 cônes en entonnoir, tous différents, des sortes de pilotis habités, qui soutiennent un grand volume qui est à la limite du déséquilibre. Dans l'espace d'exposition, c'est encore ici un grand espace ouvert, sans parcours obligé, permettant la promenade architecturale. Et ce bâtiment rappelle un paysage de cratères ou de volcans, un paysage très organique. Rem Koolhaas parle de son œuvre ainsi. Ce qu'il y a d'unique dans son œuvre, c'est la combinaison d'une énergie énorme et d'une infinie délicatesse. L'architecture de Zaha Hadid est également une architecture de mégapole, c'est-à-dire c'est une architecture conçue pour des villes modernes, avec des urbanismes modernes, car les projets s'implantent vraiment dans le paysage. C'est une autre façon de penser la ville, d'ailleurs Zaha Hadid n'a pas construit à Paris par exemple. Le Dongdaemun Design Plaza à Séoul est une sorte de rocher entouré par des voies d'autoroute et il faut prendre des tunnels pour y accéder. C'est vraiment une immense architecture qui est ici réalisée pour un urbanisme d'une mégalopole moderne. Véritable star, Zaha Hadid est souvent critiquée dans la presse, soit pour ses projets pharaoniques ou pour le dépassement du budget, comme à Tokyo où son projet de stade pour les JO est abandonné, ou pour son attitude tyrannique. Or, on voit que dans ces 3 domaines, ses confrères masculins ne sont pas en reste. Elle a été souvent critiquée quant au choix de ses clients. En 2012, il y a une ONG qui dénonce dans un rapport les atteintes portées aux libertés fondamentales des ouvriers serbes et bosniaques qui sont sur le chantier du centre culturel à Bakou en Azerbaïdjan. En juin 2004, Zaha Hadid porte plainte pour diffamation contre un bimensuel américain dans lequel le critique Martin Filler l'accusait d'être indifférente à la mort de plus de 1200 ouvriers immigrés au Qatar qui étaient venus travailler sur les chantiers de la Coupe du Monde de 2022, dont le stade de football de l'architecte. Et à ces critiques, Zaha Hadid réplique que le rôle de l'architecture est d'amener un peu de démocratie dans ces pays à travers la construction de centres culturels ou sportifs. Bien sûr, elle remet en cause certains propos qu'elle aurait pu tenir, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que peut-être elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de principe dans le choix de ses clients. Mais à l'instar des grands noms de la mode, du cinéma, on l'appelait aussi la diva, ce qui avait le don de l'exaspérer. Ses fans le savaient et un jour ils l'ont accueillie avec des t-shirts qui portaient la citation qu'elle aurait dit un jour « Me traiterait-on de diva si j'étais un mec ?» Pour l'architecte française Odile Deck, elle aussi souvent considérée comme rebelle, une femme dans le milieu de l'architecture qui se fait remarquer est déjà considérée de fait comme rebelle, comme inquiétant. Les proches de Zaha Hadid disaient qu'elle était plutôt sympathique dans ses rapports personnels, voire même plutôt timide, mais on sait qu'elle n'hésitait pas à se représenter, à hurler sur des clients ou sur son équipe. Son perfectionnisme déjà en était probablement la cause, et sans vouloir l'excuser, ses collègues hommes sont également connus pour leur attitude compliquée et parfois peu sympathique. On peut penser à Jean Nouvel, mais aussi dans l'histoire de l'architecture à Frank Lloyd Wright, de même de Le Corbusier, mais souvent eux sont excusés de cette attitude pour leur génie, et surtout ils ne sont pas traités de la même manière dans les médias. Un exemple parlant de ce sexisme dont elle s'ouvre, ce sont les commentaires absolument horribles lorsqu'elle gagne le prix Pritzker. De nombreux journalistes critiquent son look, sa capacité ou non à parler anglais sans accent, parce qu'en plus d'être une femme, elle est d'origine étrangère.
Par exemple, le critique d'architecture du New York Times parle d'elle comme, je cite, d'une grande paysanne rauque dont les appétits terreux penchaient plus vers la consommation de testicules d'agneau que vers la lecture de livres. Un autre journaliste du Guardian suggère que le prix à payer pour être une architecte à succès qui voyage beaucoup, c'est d'être célibataire et malheureuse. Zaha Hadid meurt brutalement en 2016 à 65 ans d'une crise cardiaque et les architectes femmes perdent une figure forte, un exemple de réussite. Même si Zaha Hadid n'aimait pas être qualifiée de femme architecte, elle admettait l'influence positive qu'une figure comme elle pouvait avoir et elle disait « Certaines femmes ont absolument besoin de savoir qu'il est possible d'y arriver ». Et c'est ce qu'elle a montré. Merci d'avoir écouté ce petit portrait de Zaha Hadid. Il y aurait encore de nombreuses choses à dire. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions et surtout à partager pour que mon travail se diffuse largement. À bientôt!